Alors effectivement, on a vu que les dom-toms, par exemple, qui représentent une très grosse niche, ont échappé au rabot complètement. Est-ce que vous pensez qu'il faut... Pas complètement. Pas complètement. Qu'est-ce qu'on a raboté exactement? On a raboté certains régimes, mais prenons un exemple. La prime pour l'emploi, Oui. c'est un crédit d'impôt, c'est une dépense fiscale. Moi, je pense que ça doit passer au rabot. Ça doit passer au rabot. Et le taux de TVA pour la restauration, c'est un avantage par rapport au taux de droit commun. Ben, cet avantage devrait être réduit de 10%. Ça ferait passer le taux de 5,5 à 7. Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir à ce moment-là, alors la nouvelle refonte de fond en comble, revoir complètement le système de la TVA, revoir les taux intermédiaires, quitte à les monter, à sortir certains secteurs, à y remettre d'autres, et puis quid ensuite du taux le plus élevé. Alors sur les taux intermédiaires, si vous pensez qu'il faut faire monter le taux de la restauration de 5,5 à 7, ça veut dire que tous les taux à 5,5, il faut les passer à 7. Oui. Dans l'ensemble, oui. Peut-être quelques exceptions près. Il y a des taux qui peuvent... C'est compliqué. Il ne s'agit pas de multiplier les niveaux de taux, mais de regarder quel peut être le reclassement des produits et des services. Donc il y a peut-être des biens et des services qui peuvent être à taux nul ou à 2% ou à un taux super réduit. Donc c'est toute l'architecture. C'est toute l'architecture. Bon, ça c'est la stratégie. Le rabot, c'est purement tactique. La tactique ne doit pas contredire la stratégie, mais ce sont deux horizons différents. Moi, je dis, pour 2011, on a raison d'utiliser une méthode arithmétique, on ne l'utilise pas assez. Parce que c'est une méthode qui, même si elle est fruste, est équitable. Oui. Pour chaque bénéficiaire d'un régime, tout le monde est concerné. Ce régime reflète un intérêt général plus grand que le régime du voisin. Or, si l'on traite à 10% la plus grande partie des régimes, et pas seulement au titre de l'impôt sur le revenu, au titre de l'ISF. ISF-PME, pour moi, c'est une niche qui est à passer au rabot. Peut-être expliquer, de 10%. Tout le monde n'est pas... Parmi nos oui, mais l'ISF-PME, c'est la capacité de se libérer de votre impôt sur la fortune, de l'ISF, en versant dans le capital d'une PME, il y a une déduction fiscale de 75% du montant du versement. Dans la limite de 50 000 euros. Dans la limite de 50 000 euros. Bon, qui a été très utilisée ces 2 dernières années. C'est vrai. Même si la première année, il y a eu quelques excès, visiblement, puisque l'argent est parti sur des fonds d'investissement dont on peut, disons que les investissements peuvent être sujets à caution et surtout qu'au passage, les intermédiaires financiers ont pris leur marge. Donc, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Mais finalement, si on supprimait l'ISF, d'ailleurs, cette disposition disparaîtrait. Bien sûr. Or, elle a permis quand même d'alimenter un certain nombre de PME. Oui, mais on retrouverait... C'est toute la question de l'interventionnisme fiscal. Et c'est là que nous retrouvons la fiscalité reflet d'une société ou d'un projet de société. Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on ne fait pas confiance? Est-ce que l'État sait mieux que l'épargnant ce que l'épargnant doit faire de son argent? C'est quand même la question fondamentale. Bon, en France, on est dans un schéma... Épargnant qui, quand même, est de plus en plus soumis à une pression fiscale. Claire. Je parle du petit épargnant. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas des fonds. On en est avec la CSG à 31 et ça va encore monter. Mais voilà. Mais en France, on est dans un modèle taux élevé, exceptions nombreuses. Oui, c'est ça. Parce que l'État considère, grâce au différentiel, qu'il peut changer les comportements des agents économiques. Moi, qui reste, pardonnez-moi, je ne vais pas me refaire maintenant, plutôt un libéral, je considère qu'il vaut mieux que les agents économiques choisissent faible assiette, large assiette, faible taux, et donc liberté d'allocation de ses propres capitaux. Mais c'est une question de conception de la société, c'est une question de valeur, et c'est un bon sujet pour le débat politique. Quand on parle de stratégie fiscale, la prochaine présidentielle, j'en suis absolument convaincu, va s'emparer comme enjeu essentiel de ce sujet de la fiscalité. Et même si les outils seront les mêmes, moi je me reconnais dans beaucoup de choses que dit François Hollande, par exemple. Dans son analyse, beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais. Bon, on utilise les mêmes outils, naturellement, on n'en ferait pas la même chose. Alors, pour continuer sur la TVA, est-ce que vous êtes partisan d'une augmentation du taux de TVA
de 19,6 à 21, et de ce qu'on appelle une TVA sociale, une TVA anti-délocalisation, comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que ça veut dire exactement, anti-délocalisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut augmenter la TVA? Moi, je trouve que l'expression TVA sociale n'est pas si mauvaise que cela, parce que ça veut dire TVA sociale par destination. Une TVA à destination fiscale, donc une TVA ou une quote-part de TVA qui assure, dans une large mesure, le financement des régimes sociaux. Cette question qui est au cœur de nos problématiques, c'est celle du financement de notre protection sociale. Est-ce que le financement doit continuer à reposer sur des cotisations? Est-ce qu'il doit être fiscalisé? Et là aussi, nous avons un peu une question miroir de notre société. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on aurait 2 niveaux, voire 3 niveaux? Un niveau qui est la nationalisation, en quelque sorte, du système de base, sécurité sociale, allocation familiale, retraite de la CNAV. Et ça relève de l'impôt. Fiscalité. Fiscalité. Donc ça vient avec la CSG, la fusion de la CSG et de l'IRPP, et ça vient avec une partie des recettes de la TVA. Bon. Absolument. Le deuxième échelon, c'est celui qui existe déjà pour les retraites. Hein. C'est celui des accords à l'intérieur des branches d'activité. C'est le contributif. C'est le contributif, c'est-à-dire ce sont des cotisations, cette fois, sur le salaire, hein, et qui fait que l'assuré ou celui qui participe acquiert des droits supplémentaires. Voilà. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle les surcomplémentaires qui essaient des cotisations encore. Alors ça, c'est les mutuelles, etc. Est-ce qu'on, finalement, on ne va pas s'orienter de facto vers ce système à 3 étages? Cela me semblerait cohérent, lisible pour tous et attractif. Donc, pour ma part, je n'ai pas de doute intellectuel. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de la situation d'aujourd'hui à la situation en quelque sorte idéale que nous décrivons ensemble? C'est tout le mystère et toute l'alchimie de la politique. Oui, c'est sans doute qu'on a eu le tort de ne pas prendre ce sujet suffisamment tôt, oui. Puisque ça fait 20 ans que l'on sait que les problèmes du financement de la protection sociale existent et qu'on a toujours repoussé le débat. Parce que notre problème, c'est quand même bien celui du prix de revient du travail. Ceci a servi d'argument, voire de prétexte, pour la réforme l'an dernier de la taxe professionnelle. Mais la taxe professionnelle, c'est très peu de choses par rapport aux cotisations sociales. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc les principes qui ont été, pour une part, à bon droit utilisés pour motiver la réforme de la taxe professionnelle, il faudrait s'en servir encore beaucoup plus, l'enjeu étant beaucoup plus important pour les cotisations sociales. Et mieux distinguer ce qui est du domaine de la solidarité, financé par l'impôt, et ce qui est du domaine de ce qu'on aurait appelé autrefois les assurances sociales, c'est-à-dire le domaine contributif. Et je crois qu'il faut y voir clair. Et ce n'est pas vouloir réduire le rôle des partenaires sociaux que dire cela, n'est-ce pas? Car aujourd'hui, nous vivons sur des fictions. Et dans ce pays, on est trop prisonnier des mots, des habitudes, d'archétypes de comportement, me semble-t-il. On le voit avec la réforme des retraites. Voilà. Car des jeux de rôle. Oui, des jeux de rôle. Mais si on applique ce principe des trois échelons, la question des retraites sera réglée depuis longtemps. Elle se dépassionne. Ce n'est pas pour autant que les équilibres financiers soient simples à trouver, mais elle se dépassionne.